Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Alors vous ne vous trompez pas, votre agenda n'a pas menti, nous sommes bien un lundi, nous avons simplement échangé notre programmation avec celle du Graouli Mag en raison du match du FC Metz qui a lieu ce soir, mais j'ai tout de même de très belles choses à vous proposer, on en parle dans le sommaire. Le meeting Athlé-Lor est un des événements les plus attendus des fans d'athlétisme. Il a lieu ce week-end à l'Anneau de Metz. Nous en reparlerons largement dans notre première partie. Ensuite, nous irons du côté du 111 pour assister à la défaite du TFOC face au pays d'Aix-Venelle, une fin de série que nous allons commenter. Et enfin, nous irons voir du côté du Sarrebourg Moselle Sud Handball, une équipe qui a fait son retour en Pro League face à Dijon, un leader incontesté et incontestable qu'il a été difficile d'affronter. Mais avant tout cela, je vous propose de remonter vos chaussettes. Nous allons tout de suite commencer avec notre jingle Terre de jeu. Alors Arnaud Desmerlet, comme chaque semaine, m'a rejoint en plateau. Arnaud, week-end un petit peu compliqué pour le sport mosellan. Oui, salut Mathieu. Hormis Metz Handball, qui s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est vrai que pour les autres équipes, et notamment le TFOC, c'est un petit peu la soupe à la grimace ce lundi. Alors ce ne seront peut-être pas des sportifs mosellans, mais en tout cas il y aura du beau monde et des belles performances du côté de l'Anneau pour le meeting Athlé-Lor. C'est ce week-end. Comment est-ce que tu vois cet événement globalement, Arnaud ? Encore une fois, c'est un petit peu, je vais prendre la comparaison avec le Moselle Open de tennis. Metz a la chance vraiment d'abriter, d'accueillir un meeting de cette classe, parce que c'est l'un des top 10, top 15, vraiment parmi les grands meetings vraiment indoor. Alors la petite Annie Croche de cette édition 2023, on en reparlera notamment pour la perche, c'est que malheureusement cette édition 2023 tombe en même temps que le meeting de Paris. Donc c'est vrai que les meilleurs athlètes sont plutôt dans la capitale qu'à Metz, même si c'est vrai que les organisateurs ont eu l'intelligence de dialoguer, de négocier entre eux pour ne pas proposer forcément les mêmes disciplines. Alors je te propose de faire un petit tour d'horizon des sportifs les plus intéressants qu'on va retrouver à Athlé-Lor. C'est difficile de faire une liste exhaustive, il y a beaucoup d'épreuves, mais il y a un nom qui revient, c'est un habitué de l'épreuve, mais c'est aussi un grand nom de l'athlétisme français, c'est Christophe Lemaître pour commencer. On va avoir un petit peu son palmarès qui va s'afficher à l'écran. Il est détenteur du record de France du 200 mètres en 19 secondes et 80 centièmes. C'est l'athlète le plus médaillé de l'histoire des championnats d'Europe, 8 médailles, 4 en or, 2 en argent, 2 en bronze. Il est double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Il a une médaille d'argent, une médaille de bronze aux Mondiaux. Enfin, c'est 20 médailles d'or aux championnats de France, 4 médailles d'argent, une médaille de bronze. C'est un palmarès incroyable. À 32 ans, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, Arnaud ? Quelles sont ses dernières performances ? Alors d'ores et déjà, c'est presque le régional de l'étape. C'est pas Yann Schrub, mais c'est vrai que maintenant, c'est un messin d'adoption, monsieur Christophe Lemaître. Je dis monsieur, puisqu'effectivement, c'est un grand nom de l'athlétisme. Le palmarès qui s'affiche derrière toi le prouve encore une fois. Alors c'est vrai qu'il va avoir 33 ans, le 11 juin prochain. On sait tous qu'il s'est fixé un dernier objectif: participer à la grande messe de l'été 2024, à savoir les Jeux Olympiques à Paris. Ce serait un aboutissement pour lui, pour sa grande carrière, effectivement, de participer à ces Jeux Olympiques. Maintenant, c'est pas gagné, puisque c'est vrai qu'il a 32 ans, quasiment 33, comme je le disais. Sans mauvais jeu de mots, il semble un petit peu en fin de course, même s'il faut se méfier. C'est vrai que depuis 2017, il accumule les pépins physiques. Il essaye un petit peu de revenir au sommet, sans son coach emblématique, Pierre Carraz, qui nous a d'ailleurs quitté il y a quelques semaines. Je le disais, il essaye de retrouver de sa superbe ici, à Metz. Il a quitté vraiment son cocon d'Annecy, où il a vraiment œuvré pendant toute sa carrière, à Metz, où vit sa famille, sa compagne Anaïs, coach A2M, et sa petite fille Anna. Donc c'est vrai qu'il essaye d'avoir un environnement propice pour retrouver son meilleur niveau. Et je pense que voilà, aujourd'hui, le meeting Athlé-Lor est un passage obligé pour un Messin, pour un grand champion comme lui, parce qu'avant d'être à Metz, il venait très régulièrement à l'épreuve chère à Dominique Abyss.
Alors il va peut-être y avoir une passation de flambeau, puisque lui, en fin de carrière, il va avoir sur la même liste que lui un petit jeune qui va peut-être bientôt exploser, Blessing Afrifa, qui est tout simplement en train de dépoussiérer des records. Il a encore été couronné en junior l'année dernière, et là, ça y est, il rentre dans le grand bassin, pour ainsi dire. Il pourrait faire des étincelles. Alors effectivement, on peut parler de passation de pouvoir, puisqu'il y a une vraie différence d'âge. Il y a 13 ans entre les deux hommes. Après, je me méfie toujours de performance, de résultats chez les juniors, parce qu'il y a un vrai passage justement avec les seniors, les adultes, vraiment les grands performeurs de ce sport. 1996, effectivement, il a cassé la barrière mythique des 20 secondes en 200 mètres. C'est plutôt bien, très rare même quand on a moins de 20 ans. Après, comme tu l'as signalé, c'était au championnat du monde à Cali, c'est en Colombie. Donc je me méfie toujours parce qu'il y a généralement une petite différence d'altitude, même si on n'est pas à Bogota. Cali, c'est quand même pas très loin. Donc attention, effectivement, il est amené à performer dans les années à venir. Malgré tout, ça sera l'une des attractions sur cette épreuve, en tout cas du 60 mètres ou du 200 mètres, du 200 mètres, où il s'aligne donc à Metz. Alors, il y a une autre compétition, personnellement, c'est celle que j'attends le plus parce qu'il y a un palmarès assez incroyable qui va se présenter. C'est le concours à la perche. On va commencer Cocorico par le français un petit peu dans le top de cette épreuve. C'est le frère de Renaud Lavillenie, le recordman à Attelé-Lors. Renaud Lavillenie, recordman. Renaud Lavillenie, c'est parce que je dis le frère de Renaud Lavillenie, le recordman, et c'est Valentin qui sera présent. Lui aussi, il fait une très belle carrière, il a un très beau parcours à la perche et il va se frotter à de très grands noms sur ce meeting, puisqu'il va se mesurer à Sam Kendricks et Chris Nielsen, qui ont tous deux des records respectivement à 6,06 m et 6,05 m. C'est vraiment pas rien. Et puis il y aura aussi, on va le citer quand même, mais c'est un autre américain, Jacob Wooten, qui lui a un record à 5,90 m, rien que ça, on va pas s'en plaindre. Donc c'est vraiment un quatuor qui devrait truster le sommet de ce concours à la perche. Effectivement, je pense que c'est l'épreuve vraiment qu'il ne faut pas rater lors de ce meeting Attelé-Lors ce week-end à Metz. Et on a vu la photo des deux frères Lavillenie. Dans une autre vie, j'avais couvert l'édition 2013 où les deux hommes avaient performé. C'est l'année où justement Renaud Lavillenie fait 5,94 m. Valentin, on le voit, il est tout jeune, il avait 21 ans à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc il a 31 ans aujourd'hui. Et il avait réussi 5,70 m. C'était à l'époque son meilleur saut dans sa jeune carrière. Donc on peut dire quelque part que Metz a été le premier tremplin dans sa jeune carrière. 10 ans après, c'est vrai que c'est hyper intéressant de le voir où il en est finalement dans sa carrière, parce que c'est vrai que la perche ne cherche non pas un successeur à Renaud Lavillenie, puisque Renaud est toujours là, toujours aussi performant, mais c'est vrai que derrière, on attend quand même un petit peu la relève. Maintenant, 5,70 à l'époque, il a fait beaucoup mieux, et c'est vrai que sur son concours, on attend vraiment les deux Américains, Sam Kendricks et Chris Nielsen. Chris Nielsen, c'est tout simplement l'adversaire numéro 1 aujourd'hui, je suis désolé, Renaud Lavillenie, de Armand Duplantis, la star incontestée et incontestable de cette discipline, le Suédois. Malgré tout, par rapport aux éléments que tu as donnés, c'est vrai que Chris Nielsen, il a réalisé 6,05 m en salle. C'est vrai qu'en plein air, il en est qu'à 5,97 m, c'est déjà pas mal, alors que Sam Kendricks, lui, a réalisé 6,06 m en plein air. Donc petit avantage pour moi à Sam Kendricks parce que je pense qu'il a envie de performer, le double champion du monde et 3e des Jeux Olympiques de Rio. Alors ça va être un concours passionnant, j'en suis certain, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a le régional de l'étape, Jan Schrub, qui sera présent, le coureur qui est en train de soigner son classement individuel en vue des qualifications pour Budapest. Eh bien, il vient un petit peu continuer son travail qu'il a entamé sur différents crosses et il va se mesurer à une concurrence éthiopienne. Oui, alors pour le moment, Jan Schrub, je pense qu'il est en train de vraiment préparer la saison d'été. Il vient à ce meeting à Attelé-Lors parce que c'est à Metz, c'est chez lui, mais je ne pense pas qu'il faut attendre une performance. Tu l'as dit, en ce moment, il se concentre sur les crosses. Pourquoi ? D'une part, je pense pour la difficulté. On sait que le cross, c'est généralement dans des revêtements un peu scabreux, un peu délicats, et puis c'est sur des longues distances surtout. Donc je pense qu'il est en train d'emmagasiner des kilomètres pour vraiment préparer cet hiver. Les crosses sont sur 10 km, là il est aligné sur 3 km, donc c'est vraiment une discipline différente. Tout à fait, mais je pense que c'est vraiment en préparation de cet été, malgré tout. Je suis persuadé qu'il aura envie de bien faire à la maison, devant son public, devant ses amis et ses proches. Alors, on ne peut pas terminer l'évocation de ce
concours, ce meeting Athlé-Laure, sans parler de la catégorie féminine où il y a vraiment une étoile qui va se présenter. Elle était déjà là l'année dernière, c'est l'année où elle a vraiment éclos. C'est Femke Bol, la néerlandaise. Elle a raflé des médailles, 3 médailles au championnat d'Europe l'année dernière. Elle est meilleure athlète européenne de l'année 2022. Elle va être sur 200 mètres, mais elle va surtout essayer de performer sur sa distance phare, qui est le 400 mètres. Elle avait d'ailleurs dépoussiéré le record l'année dernière en 50 secondes et 72 centièmes au niveau d'Athlé-Laure. Si je devais me permettre une blague dans la lignée de notre réalisateur Gabriel Chemin, je dirais que le meeting Athlé-Laure a beaucoup de bol d'avoir cette athlète lors de cette édition, parce qu'effectivement, c'est l'athlète européenne de l'année 2022. Elle n'a que 22 ans, c'est ça qui est incroyable. Elle avait commencé à briller lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 en raflant la médaille de bronze, et elle monte vraiment en puissance. Et c'est vrai que sur une discipline où généralement les Américaines trustent tout, ça fait du bien vraiment de voir une Européenne qui aura clairement son mot à dire lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et effectivement, tu en as parlé, elle a réalisé un grand coup l'an dernier. Elle est fidèle à l'épreuve de Dominique Abyss. Donc ça, déjà, il faut le signaler. Et puis on peut espérer effectivement qu'elle le batte, puisque en un an, elle a vraiment pris une autre dimension. Et puis sa marge de progression est encore finalement énorme. À 22 ans, elle peut encore aller très loin et continuer de truster les podiums. Donc c'est vraiment, je pense, une fierté européenne qu'on peut avoir, à défaut d'avoir une Française à ce stade, d'avoir une concurrente comme celle-ci qui vient sur Athlé-Laure, qui a sa fidélité aussi à ce championnat, malgré les médailles qu'elle a pu accumuler la saison dernière. Elle va peut-être être un petit peu aidée par une nouvelle technologie qui arrive sur Athlé-Laure. C'est la Wave Light Technology, autrement dit en français des lièvres technologiques. Fini les coureurs sur le côté de la piste qui essayent de donner un peu un tempo. Là, il s'agit de quelque chose de tout nouveau, avec des LED qui s'allument à chaque virage pour essayer de donner le bon timing. Les sportifs choisissent un petit peu leur temps de référence et peuvent essayer de s'aligner. Et ça peut aider à faire tomber des records. Oui, c'est très bien. C'est très beau, c'est spectaculaire, mais pour moi, je ne suis pas fan à titre personnel. Aujourd'hui, la technologie, pour moi, elle est importante. Quand il y a des problèmes, on pense à la VAR, on pense au hockey, en tennis. Mais là, à quoi ça sert en fait, si ce n'est à donner le tempo? Je vois pas pourquoi on enlève l'humain, puisqu'avant il y avait des coureurs qui étaient entre guillemets payés pour ça, qui étaient certainement moins payés que ce que coûte cette technologie. J'arriverai pas à le prononcer, donc je vais pas m'y tenter. Wave Light Technology. Voilà, t'es meilleur en anglais, donc je te laisse le faire. Et moi, j'irai plus loin et je rejoins totalement Hélène Aubéry, double championne du monde sur 5000 mètres, qui parle elle de dopage en parlant de cette technologie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est vrai que sur certains meetings, il y a cette technologie, donc certains athlètes sont avantagés. Sur d'autres meetings, les plus petits, finalement, il n'y a pas cette technologie. Donc les coureurs ne peuvent pas être avantagés par cette fameuse technologie. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Il y avait des lièvres avant qui le faisaient encore une fois très bien. C'était même presque devenu leur job, même si dans l'histoire de l'athlétisme, il y a des lièvres qui au fur et à mesure ont progressé et sont devenus de véritables champions. Je trouvais là aussi que ça faisait de belles histoires. Donc la technologie, oui, mais quand ça sert à quelque chose pour aider en termes d'arbitrage, encore une fois, comme la VAR ou le hockey, pas là pour amuser la galerie. En l'occurrence, ça va peut-être. Je me ferai pas que des amis, mais c'est pas grave. En l'occurrence, ça va peut-être aider Athlé-Laure à faire venir des sportifs avides de performance. Donc c'est peut-être ça le bon équilibre à trouver. En tout cas, je suis pas sûr, franchement, que ça aide. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est aussi le portefeuille qui est donné à certains athlètes pour qu'ils viennent, plus que cette technologie. La prime en tout cas. En tout cas, on va voir ce week-end si ça paye, si des records tombent grâce à cette technologie ou pas. Peut-être que certains s'en plaindront après les épreuves. En tout cas, Mathieu, tu le sais, ça sera à la piste. Aux étoiles. Voilà. Bien sûr. En tout cas, ça clôt notre page dédiée à Athlé-Laure. Nous y reviendrons la semaine prochaine, bien sûr. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur le 111 de Terville et la défaite du TFOC face au pays d'Aix-Venelle. Alors elles avaient traversé un mois de janvier totalement fou avec des matchs de tous les côtés, que ce soit en CEV Cup, en Coupe de France
ou en championnat, où le championnat d'ailleurs où elles avaient gagné 5 matchs sur 5, eh bien les Tervillo florangeoises viennent de chuter pour commencer leur mois de février. C'était face au pays d'Aix-Venelle. Arnaud, qu'est-ce qui a pu se passer cette fois ? Alors c'est la première défaite à domicile de la saison, on est début février, donc déjà c'est à souligner, c'est quand même une sacrée performance, je le rappelle quasiment à chaque fois, à une époque le TFOC ne gagnait quasiment pas à domicile, il fallait attendre novembre-décembre. La première défaite en février, après cette défaite elle laisse un goût amer en bouche, même si Romain Pitou a dédramatisé vraiment cette défaite, il l'a mise sur le coup de la fatigue, et c'est vrai, il y a eu l'enchaînement des matchs, entre les matchs de championnat, la CEV Cup, la Coupe de France, avec des déplacements au bout de la France. Après, cette défaite, elle tombe mal pour 2 raisons. Déjà pour le nom de l'adversaire, puisque c'est le pays d'Aix-Venelle, on sait qu'il y a un petit contentieux depuis la saison passée et l'affaire Taylor Mims, on y est souvent revenu par le passé. Et puis parce que ça arrive au mauvais moment, parce que c'est vrai qu'on était dans un enchaînement de 3 matchs plutôt favorables pour le TFOC. Il y avait Marc-en-Barreuil où ça s'est finalement bien passé, même si le TFOC a lâché 1 point. Là le TFOC ne marque pas du tout de points. Il y aura un 3e match, on va y revenir dans quelques secondes. Mais c'est vrai qu'avant le Money Time, le sprint final de cette saison régulière où le TFOC va vraiment affronter tous ses adversaires. Il va avoir Béziers, Cannes, Le Canet, Nantes, Mulhouse. Ça fait 5 adversaires directs lors des 6 ou 7 dernières journées. Donc forcément, le TFOC va lâcher des points en route. C'est dommage vraiment de s'incliner à domicile face à cet adversaire qui est simplement 8e au classement, qui était assez loin, pas dans la course au play-off, mais pour remonter. Donc elle n'arrive pas au bon moment. C'est dommage, d'autant plus que l'adversaire qui arrive, je pense qu'on va en parler, était largement abordable. C'était vraiment ce match-là où il fallait lâcher les chevaux, mettre le dernier petit coup de collier peut-être sur le plan physique pour arracher la victoire, même 3-7-2, parce que les 2 points, je pense qu'ils vont manquer à l'heure du décompte final. Ah, c'est certain que là, il y avait des points à prendre qui auraient pu être importants et on va le voir tout de suite. Ça fait un petit peu mal au classement puisque le TFOC glisse à la 5e place derrière Mulhouse et Béziers. La 3e place qui avait été glanée il y a quelques semaines semble déjà loin pourtant. Le club reste quand même en accord avec ses ambitions, Arnaud. C'est quand même de jouer le haut de tableau et de continuer à maintenir cette intensité qu'on connaît chez les Bleus. C'est dommage parce qu'effectivement Béziers est tombé contre Le Canet. Le Canet qui s'est qualifié brillamment pour la première fois de son histoire en quart de finale de Ligue des Champions, mais qui a changé d'entraîneur puisque les résultats en championnat ne sont pas là. Nantes est loin devant, Paris-Saint-Cloud est devant et Le Canet s'est imposé à Béziers, donc ça c'est une vraie perf. Mais il y avait la place pour repasser 3e. Mulhouse qui s'impose également, c'est hyper serré et c'est vrai que tous les points comptent. Tu l'as dit, l'objectif du club est d'être ambitieux. L'objectif du club est d'être européen. Le club y a goûté cette saison, il veut y reparticiper la saison prochaine et pour y reparticiper, il faut terminer dans le top 5. Et on l'a vu dans ce classement, ils sont 6 finalement à pouvoir briguer une place européenne. Il y a Cannes qui n'est pas très loin, qui pourrait revenir, mais aujourd'hui ils sont vraiment 6, donc il y en a un qui va rester sur le carreau et j'ai peur vraiment que cette défaite contre Aix-Venelle coûte cher vraiment à l'équipe de Romain Pitou, même si par exemple le week-end prochain il y a des matchs entre ces équipes. En tout cas, il ne faut pas interdire ce week-end, même si là, je ne me fais aucun souci. Tu l'as teasé un petit peu, le prochain match, c'est face à l'équipe France Avenir, une équipe un petit peu particulière, on va l'expliquer peut-être, qui finalement ne joue pas vraiment un enjeu sportif. Elle n'a qu'un point au classement et c'est pour une bonne raison. Oui, c'est une équipe qui est rodée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, comme son nom l'indique. Donc c'est des joueuses en formation, en post-formation, comme l'an passé par exemple Aminata Dia, qui joue aujourd'hui au TFOC. Le TFOC l'avait repéré lors de cette saison aussi particulière. Et c'est vrai qu'un point pour cette équipe de France Avenir 2024, alors à vérifier, je crois que le TFOC avait perdu justement ce point au match aller en tout début de saison. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est contre le TFOC. En tout cas sur ce match retour, c'est victoire obligatoire et victoire 3-0 pour justement digérer la pilule de cette défaite face au pays d'Aix-Venelle. Et là, je t'ai dit que je me faisais aucun souci. D'une part, parce que l'adversaire est largement à la portée du club de Daniel Mourkowski et parce que je fais confiance à Romain Pitou, lui qui est un compétiteur hors norme. Je pense que cette semaine, il va pas lâcher ses filles et il va leur dire ce que vous avez fait la semaine dernière. Ça peut arriver, mais par contre, c'est 3-0 sec. Sinon, pas de pizza pendant
pendant 2 semaines. C'est un peu le même discours qu'on peut attendre à Metz Handball, parfois avec des adversaires un petit peu plus faibles, où Emmanuel Mayonade martèle sans arrêt qu'il faut respecter tous les adversaires et se donner à 200%. C'est ce qu'on retrouve en similitude avec le TFOG, donc on scrutera en tout cas ce match de très près. Et malheureusement, il y a une autre équipe qui a perdu ce week-end, c'est le Sarrebourg Moselle Sud Handball, qui faisait son retour en Pro League. Ça ne s'est pas passé, on va pas dire comme prévu, mais ça ne s'est pas très bien passé en tout cas. On va tout de suite en reparler. Alors, les trêves internationales sont toujours un petit peu dures à négocier. Le TFOC était sur la touche depuis le 21 décembre 2022 en raison du mondial de hand. Et il a fallu bien se remettre en route. Il y a eu des matchs amicaux, mais là, sur le retour de la compétition, sur la Pro League, on a bien senti que l'équipe n'était pas totalement prête à affronter Dijon, le leader. Arnaud. Oui, la fin de première partie de saison s'était terminée par une claque à Dijon. La phase retour recommence avec une deuxième claque. Malheureusement, le Sarrebourg Moselle Sud Handball a donné vraiment le bâton pour se faire battre. Cette équipe n'a jamais été dans le coup vraiment à l'espace Pierre de Coubertin. Elle a toujours fait la course derrière en première mi-temps, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps cette équipe d'Arnaud Calbry a un petit peu touché le fond. C'est vrai que ça fait mal de reprendre une deuxième partie de saison 27 à 38, des bourgs de 11 points. On n'avait pas l'habitude de voir ça. C'est vrai qu'on pouvait espérer peut-être le même scénario que contre Ponto Combo il y a quelques semaines, puisque Ponto Combo était venu, c'était fin octobre, début novembre, donc à Sarrebourg en tant que leader, et Sarrebourg avait réalisé l'exploit. Mais là, l'exploit, c'était peut-être dans les bouches à la buvette, mais certainement pas dans la tête des joueurs. En tout cas, ça s'est pas vu. Ils n'ont pas répondu présent. Je pense qu'Arnaud Calbry, là aussi, le connaissant un tout petit peu, il va être furibard. Il a fulminé pendant tout le match. J'attends vraiment une réaction de cette équipe la semaine prochaine. Alors, comment expliquer, peut-être, c'est peut-être ta question, Mathieu. Pourtant, à la mi-temps, 13-17, c'est encore jouable. Sur un match de handball, il y a toujours des possibilités. Est-ce que finalement, c'est pas les blessés, les absents qui ont fini par manquer en deuxième mi-temps et qui ont fait que l'équipe s'est essoufflée? Oui, j'allais y venir, justement. Tu me lances le ballon en profondeur. Allons-y. Je vais essayer de conclure dans les filets adverses. C'est pas si simple. Mais en tout cas, effectivement, il y a plusieurs raisons à ce fiasco, à cette claque. Je suis un petit peu sévère parce que c'est vrai que j'attendais mieux de cette équipe qu'on suit régulièrement, et on sait qu'elle a les armes avec le cœur, la générosité, et au niveau de l'état d'esprit, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Mais effectivement, il y avait trop d'absents. Lucas Limousin, Mario Zvitkovic dans les buts. Il y avait également Geoffroy Carabas qui est un pivot et qui est très important dans cette équipe. Mais malgré tout, avec l'appui du public, cette équipe, elle doit mieux faire. Alors j'essaye d'analyser, comprendre. Je suis pas assez proche de l'équipe actuellement pour savoir, mais je me demande quand même si cette période tourmentée avec des départs significatifs durant cette trêve internationale n'ont pas joué. Finalement, quand on entend Aurélien Padolus, qui est le ministre de la Défense, s'en aller, quand on entend Marco Mangon, qui est certainement le meilleur joueur et de loin de cette première partie de saison, s'en aller du côté de Célestat, qui est dernier à l'étage au-dessus, quand on entend Geoffroy Carabas, qui jusqu'à sa signature à Istres était hyper performant et depuis qui est vraiment moins bon, on peut se poser des questions. C'est vrai que cette équipe, elle était peut-être en sur-régime lors de la première phase, avec un entraîneur exceptionnel. Là aussi, en Moselle, je pense qu'il faut se rendre compte de cette chance. Mais c'est pour ça que j'attends une réaction d'orgueil. Je fais confiance à Arnaud Calbry, je fais confiance à Dylan Grandjean, le capitaine exemplaire qui ne triche jamais, pour remobiliser son équipe qui nous doit une revanche le week-end prochain contre Frontignan. Alors les raisons sont peut-être multiples, mais en tout cas au classement ça fait très mal puisque le TFOC prend un vilain toboggan avec ses 3 défaites de suite et se retrouve à la 11e place derrière Bordeaux, Nancy ou encore Caen, qui sont tous finalement vainqueurs ce week-end. Alors la mission initiale, elle est plutôt dans le maintien, elle n'est pas forcément dans le haut de tableau, dans ces ambitions-là, mais tu l'as dit, Sarrebourg avait montré de très belles choses en début de saison. Il y avait peut-être cet aspect de sur-régime. Comment ça peut se passer en deuxième partie de saison finalement? C'est vrai que même dans la bouche de certains joueurs, l'objectif était de jouer les playoffs. Alors, est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? Peut-être, certainement. C'est vrai que quand on arrive après 6 ou 7 journées déjà avec 8 ou 10 points, alors que les 2 autres années, il a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour obtenir ce nombre de points, ça peut faire tourner les têtes. Après, peut-être aussi les agents, avec les départs de Marco Mangon ou Geoffroy Carabas, ça peut aussi en rentrer en ligne de compte. Maintenant, le plus dur est
est fait. C'est vrai que le maintien est quasiment dans la poche, même avec 14 points. Les 2 derniers, je crois, tournent à 3 et 1 point, donc ils sont très très loin, même s'ils vont réaliser à un moment donné une série. Sarrebourg va gagner des matchs, je me fais aucun souci quand même là-dessus, mais vraiment j'attends sur cette deuxième partie de saison, une deuxième partie de saison qui se termine bien, pas en autre boudin comme ce qui est en train d'arriver là depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que vraiment j'attends une réaction et peut-être une prise de parole de l'entraîneur, des leaders. Maintenant, il ne faut pas non plus dramatiser tout ce qui se passe après une journée. C'était Dijon quand même, c'était le leader. Maintenant, c'est Frontignan qui arrive. Il faut faire attention justement parce que Frontignan, c'est une équipe qui est finalement en pleine bourre, qui est en pleine forme, qui est sur une série de victoires, 5 victoires, Cherbourg, Besançon, Bordeaux, Nancy, Strasbourg. Il va falloir quand même montrer autre chose que ce qu'il y a eu ce week-end pour réussir à passer contre cette équipe-là. Après, ça peut être, moi qui adore les histoires, tu le sais Mathieu, les belles histoires. Les belles histoires, ça peut être hyper symbolique, puisqu'on se souvient que Frontignan, qui est quand même promu à cette échelle en Pro League, était le premier adversaire de Sarrebourg lors de la première journée. Frontignan avait collé une petite rouste à Sarrebourg, et le lendemain de ce match, Arnaud Calabri avait là aussi mis un petit peu tout ce qu'il avait dans le ventre pour dire à ses joueurs, c'est pas comme ça que je veux voir mon équipe, et il avait été entendu, et on se souvient maintenant de toute cette première partie de saison juste exceptionnelle. Donc on peut s'attendre peut-être à une réaction similaire. Peut-être qu'Arnaud Calabri a pris la parole dès le lendemain, je le présume d'ailleurs, et peut-être avoir cette réaction tant attendue pourrait justement être le déclic pour que ces joueurs ne soient pas démobilisés sur cette deuxième phase et se disent qu'il y a toujours quelque chose de très beau à jouer, et finalement la 6e place pour les playoffs, même si c'est peut-être paradoxal par rapport à tout ce que je dis, elle est pas si loin, je crois qu'elle est à 5 points, donc il suffit d'enclencher une bonne série, d'avoir une belle dynamique pour se rapprocher du bon wagon. En tout cas, sur ce match contre Frontignan, on attend encore une fois une réaction et si possible une victoire. Alors Arnaud nous a tissé la base d'une belle histoire finalement, et cette belle histoire, eh bien, vous pourrez la vivre sur Moselle TV puisque le match face à Frontignan sera diffusé ce samedi à partir de 19h15. 20h15, pardon, autant pour moi, avec Arnaud Desmerlet et Jean-Yves Schaff aux commentaires, le duo magique. Donc ce sera un match de la plus haute importance, on l'a compris. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même jour, et ce sera un lundi puisque le FC Metz dispute un match encore une fois en début de semaine, et ce sera l'occasion de revenir notamment sur Athlé-Lors comme je vous l'ai annoncé, sur le match de Sarrebourg aussi, mais d'ici là ça se passe sur Moselle.tv. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission, et d'ici là, transpirez bien.